Pyrénéens. Voilà, ce sont des inconnus, mais c'est un petit peu le concept de notre Vivement Dimanche, François Bayrou. Oui, j'ai voulu, et vous avez accepté, qu'on présente aujourd'hui dans cette émission le plus grand nombre possible de jeunes qui n'ont pas encore la notoriété, la gloire qu'ils auront un jour. Mais je suis agacé qu'on leur donne au fond si peu de chance. Alors j'ai voulu en présenter dans tous les domaines, dans le domaine que nous allons découvrir maintenant. On va présenter un jeune Sam Richer dans un instant qu'elle a avec Jean-Laurent Cochet, un des maîtres du théâtre français. Mais d'abord, avant de quitter Pau, je rappelle que le démarrage du Téléthon a eu lieu vendredi chez vous, à Pau, 36-37. Vous continuez à appeler. Je rappelle que c'était Anne Roumanoff qui était la marraine du Téléthon. Je vous demande d'applaudir Jean-Laurent Cochet et Sam Richer. Alors, si vous appréciez Gérard Depardieu, si vous êtes sensible au talent de Lucchini, au talent d'Isabelle Huppert, de Richard Berry, de Michel Larocque, entre autres, c'est grâce à ce professeur qui a été leur professeur. Et si vous rencontrez Gérard Depardieu un jour, Isabelle Huppert et Lucchini, vous dites à qui devez-vous une partie de votre carrière? Ils vous diront à Jean-Laurent Cochet. Je vous demande d'applaudir. Le cours Jean-Laurent Cochet est un cours extrêmement important. C'est un des cours d'art dramatique les plus prestigieux de France. Et Sam Richer, vous l'avez aperçu à la télévision, dans l'ombre de Bataille et Fontaine. Il a fait un passage comme ça à la télé pour se faire connaître. En réalité, c'est un jeune comédien auquel vous croyez. Ah, beaucoup. Voilà. Beaucoup. Il le Merci prouve en ce là. moment où il joue Aimé, une pièce de Géraldi qu'on a remise à l'affiche. À l'Espace Comédia, avec Delphine Depardieu, Pierre Delavenne. Il met en scène un jeune couple marié depuis 10 ans et menacé par l'arrivée d'un nouveau voisin. Alors, Sam, on va se tutoyer, tu es si jeune. Comment tu as rencontré Jean-Laurent Cochet? Eh bien, écoutez, j'ai commencé une petite carrière à la télévision, comme vous l'avez précisé, et j'ai ensuite décidé de me consacrer à ce que j'aimais vraiment, et la comédie donc, et j'ai découvert ce cours. J'y suis allé, et lorsqu'on y va une fois et qu'on assiste à un cours dirigé par un maître comme monsieur Jean-Laurent Cochet, on se dit tout de suite que c'est là qu'on a envie d'être. Alors j'ai passé une audition où l'on récite, où l'on donne une fable de La Fontaine. Pas récité, hein. Et j'ai été pris dans cette école-là, et je côtoie aujourd'hui monsieur Jean-Laurent Cochet à travers ses cours, et ses cours formidables dont on n'arrive pas à se lasser, parce que c'est une des personnalités les plus importantes dans le théâtre aujourd'hui, et il nous offre la possibilité de nous transmettre tout son savoir, et on le remercie tous les jours. Transmission, c'est important. La transmission, c'est ce que veut faire aujourd'hui François Bayrou. Alors, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que lorsque François Bayrou était étudiant à Bordeaux, il était au conservatoire aussi. Oui, monsieur. Hein, vous vouliez être comédien? Au Conservatoire national de région de Bordeaux. Et vous avez passé, vous aussi, une édition, à l'époque, avec, comme par hasard, une fable de La Fontaine. C'est pourquoi j'ai été très ému lorsque j'ai lu que, au Conservatoire, enfin, à l'école que Jean-Laurent Cochet dirige, il n'y avait qu'un texte au concours d'entrée, c'est une fable de La Fontaine. À l'époque, au Conservatoire, il y avait un texte libre et une fable de La Fontaine. Parce que la fable de La Fontaine dit tout de l'intelligence d'un texte, tout est dit. de l'intelligence d'un homme de cinéma. Il a écrit théâtre, 200 fables à peu près. de théâtre. Et pas seulement des fables. Non. Non. Mais parce que les fables, c'est la base pour s'en tenir au théâtre, au travail des futurs comédiens. C'est la base de tout. Parce que, comme vous venez de le dire, il a tout mis en scène. Une ample comédie aux 100 actes divers et dont la scène est l'univers, comme il l'a dit lui-même. Vous savez, le comédien, le personnage, puisqu'une fois qu'il est sur le plateau, il n'est plus que le personnage. Petite parenthèse, une chose qui m'était jouée hors de lui, c'est quand un critique disait « Ah, il est bien entré dans la peau de son rôle ». Il disait « C'est une connerie, un rôle n'a pas de peau, c'est le personnage qui entre dans la nôtre ». Donc on raconte qui on est. Et il n'y a rien de mieux qu'une fable où on donne un exemple, une anecdote pour essayer de convaincre quelqu'un du bien fondé de son sentiment. Alors, Jean-Laurent Cochet, si vous me le permettez, c'est vous qui commencez. Quelle fable vous avez choisi? J'ai choisi le gland et la citrouille.
Vas-y. Parce qu'elle est peu connue et qu'à mon avis c'est une des plus belles et elle se situe dans la seconde partie de son œuvre après sa conversion. Jusque-là, il parle de fabricateur souverain. Là, non, là, il cite Dieu et il dit Dieu fait bien ce qu'il fait. Sans en chercher la preuve dans tout cet univers, il allait parcourant, dans les citrouilles. Je la treuve, un villageois. Considérant combien ce fruit est lourd et sa tige menue, à quoi songeait, dit-il, l'auteur de tout cela? Il a bien mal situé cette citrouille-là. Pour ma part, je l'aurais pendue à l'un des chênes que voilà, c'était justement l'affaire, tel fruit, tel arbre, pour bien faire. C'est dommage, Garot, que tu n'aies pas été au conseil de celui que prêche ton curé. Tout en eût été mieux. Car pourquoi, par exemple, le gland, qui n'est pas gros comme mon petit doigt, ne pend-il pas en cet endroit? Dieu s'est mépris. Quand je contemple ces fruits ainsi placés, plus il semble à Garot que l'on a fait un quiproquo. Cette réflexion embarrassant notre homme, on ne dit pas, dit-il, quand on a tant d'esprit. Sous un chêne, aussitôt, il va prendre son somme, un gland tombe. Le nez du dormeur en pâtit, il s'éveille, et portant la main à son visage, il trouve encore le gland pris au poil du menton. Ah, dit-il, je saigne. Et que serait-ce donc s'il fût tombé de l'arbre une masse plus lourde que ce gland eût été gourde? Dieu ne l'a pas voulu. Sans doute il eut raison, j'en vois bien à présent la cause. En louant Dieu de toutes choses, Garot retourne à la maison. François Bayrou, qu'avez-vous choisi? On va entendre Sam d'abord, parce que D'abord Sam, je ne d'accord. suis pas au niveau de Bon, alors Sam, qu'est-ce que tu as choisi? Je le dirai après. Se croire un personnage est fort commun en France. On y fait l'homme d'importance et l'on n'est souvent qu'un bourgeois. C'est proprement le mal François. La sotte vanité nous est particulière. Les Espagnols sont vains, mais d'une autre manière. Leur orgueil me semble en un mot beaucoup plus fou, mais pas si sot. Donnons quelque image d'une autre qui sans doute en vaut bien un autre. Un rat, des plus petits, voyait un éléphant des plus gros et raillait le marché un peu lent de la bête de haut parage qui marchait à gros équipage. Sur l'animal, à triple étage, une sultane de renom, son chien, son chat et sa guenon, son rat, sa vieille et toute sa maison s'en allait en pèlerinage. Le rat s'étonnait que les gens fussent touchés de voir une si pesante masse, comme si d'occuper plus ou moins de place nous rendait, disait-il, plus ou moins important. Mais qu'admirez-vous tant chez lui, vous autres hommes? Serait-ce ce grand corps qui fait peur aux enfants? Nous ne nous prisons pas, tout petits que nous sommes, d'un grain moins que les éléphants. Il en aurait dit davantage, mais le chat sortant de sa cage lui fit voir en moins d'un instant qu'un rat n'est pas un éléphant. Voilà, le rat et l'éléphant. Vous comprenez? Là, j'ai tout compris. On a hein. eu plein de débats ces temps-ci sur l'identité nationale. Ça, c'est l'identité Mais nationale. complètement. Et s'il y a une chose à transmettre à l'école, on croit que c'est du passé ou dépassé. C'est le présent même de toute l'histoire. Voilà pourquoi je suis du Parti de la Fontaine. Voilà. On va faire le PLF, le Parti de la Fontaine. Monsieur le Président du Modem, Du Parti de la Monsieur le Fontaine. Ministre, qu'avez-vous choisi? Je me suis dit qu'il y a une fable politique par excellence, c'est le loup et le chien. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, joli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, Sire Loup lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment de son embonpoint qu'il admire. « Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répondit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien, vos pareils y sont misérables. Cancre, air et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi? Rien d'assuré, pas de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un tout autre destin.
Le loup reprit, que dois-je faire? Presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens portant bâton et mendiant, flatter ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons, eau de poulet, eau de pigeon, sans oublier maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il voit le col du chien pelé. Qu'est-ce cela, lui dit-il? Rien. Quoi, rien? Peu de choses, mais encore. Le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. Attaché, dit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez? Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Merci beaucoup. Jean-Laurent Cochet, Vous venez au cours quand vous voulez, en modèle. En modèle. Vous devriez faire ça un jour à l'Assemblée. Oui. Vous feriez un tabac. Cela dit, là, vous êtes exemplaire, si je peux me permettre, ce n'est pas le cas de tous les hommes politiques, c'est cette qualité de réaccentuation, qui manque d'ailleurs aussi à beaucoup de comédiens. Vous êtes toujours au haut de l'inspire, vous réaccentuez, l'inflexion est parfaite, c'est formidable. Nous avons eu des maîtres aussi. C'est vrai. Mais Michel Drucker me disait, pourquoi vous avez fait le conservatoire? Est-ce que vous vouliez être comédien? Non, je voulais n'être plus bègue. Mais c'était une grande difficulté. Louis Jouvet avait ça aussi. Et de bègue, oui. Il s'est soigné comme ça. Comme ça, entièrement. Alors, Aimer, ça c'est Sam Richet, je rappelle, pièce de Paul Géraldi. Et puis, le 22 janvier à la Salle Gaveau, ça c'est pas banal, Albertine disparue de Marcel Proust, c'est expérience unique au monde. Une lecture intégrale du roman, plus de 20 heures de lecture. Le spectacle durera toute une journée et une nuit avec des intermèdes musicaux. Voilà. Ben voilà. Première mondiale. Première mondiale. Je vous remercie infiniment. Jean-Laurent Cochet et Sam Richet. Merci infiniment. Merci beaucoup, M. Cochet. Merci beaucoup, Sam.